Bonsoir. Vous avez présenté d'une manière assez drôle la menace de la Corée du Nord. Je dis pas ça m'a pas choqué, mais on lit dans les journaux que c'est dramatique, on va tous mourir, et vous le présentez d'une manière drôle. Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que c'est une manière pour essayer d'enlever les drames peut-être futurs? Merci. Écoutez, moi j'ai des dossiers de presse qui maintenant remontent à peu près 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on va mourir tout de suite. Alors bon, c'est logique qu'on s'inquiète, c'est tout à fait normal. Moi ce qui finit par être mon baromètre, c'est l'opinion sud-coréenne. Et l'opinion sud-coréenne s'en fout complètement. Hein. Par exemple, Kim Jong-il, puis Kim Jong-un disent dans tous leurs discours à peu près, nous allons noyer Séoul dans une mer de feu, Pulpada. Et donc ils ont ouvert des boîtes de nuit qui s'appellent Pulpada. Voilà. Je me rappelle aussi ce jour merveilleux où on allait quand même tous crever, hein, et le monde titrait on va tous mourir. Et ce jour-là, Igoni, qui était le dirigeant de Samsung, rentrait d'une partie de golf du Japon et il rentrait en Corée. Je me suis dit, oui, là, on va pas tous crever quand même. C'est-à-dire le patron de Samsung, s'il y a un danger, il rentre pas quand même. Mais il rentrait. Et en même temps, nous, on disait on va tous mourir. Donc, je suis persuadé qu'il y a un danger, hein, notamment un danger d'un fou quelque part qui appuie sur un bouton quelconque. Comme ça existe toujours, mais je trouve cette dérive verbale actuelle terriblement médiatique, à vrai dire. Et la Corée du Nord joue avec les médias, et là c'était une question que je voudrais poser à un éminent représentant des médias. C'est terrible au fond pour vous, mais si, vous devez informer, vous devez y aller, et en faisant ça, vous faites son jeu. C'est ça qui est terrible. Mais comment faire autrement? On ne peut pas non plus se taire. Donc c'est terrible. L'ennui, peut-être que ce que peuvent faire les médias, c'est lutter contre la désinformation. Et il y a une folle désinformation qui circule. Moi, c'est les gens dont on prétend que Kim Jong-un ne dort pas, que Kim Jong-il a inventé le hamburger, etc. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Parce que là, c'est plus du mythe. Là, c'est stupide. Et les Nord-Coréens ne sont pas stupides. Donc, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de désinformation au Sud, et puis en Chine aussi, sur le régime, qui est un régime atroce. Hein. Ça, c'est indubitable. Mais qui n'est pas qui n'est pas fou comme on le présente. Voilà. Le présenter comme un fou, finalement, c'est pas très intéressant. Je dirais la même chose pour Trump, d'ailleurs. Le présenter en permanence comme un fou, comme un débile, moi, je veux bien... oui, il choque mon sens inné de l'élégance, d'accord, si on veut, mais il est président des États-Unis, quand même. Hein, donc, il sait faire des trucs, quand même. Alors là, il se trompe peut-être, mais... Enfin, je ne sais pas. J'ai du mal à considérer que c'est des fous, quoi, voilà. De là à dire que je vous assure qu'il ne se passera rien, non, absolument pas. Il y a des fois où, vraiment, j'ai peur, hein, et chaque fois que j'écris à Séoul, je me dis ouais, bon. Et vous-même. Oui, moi je peux témoigner, effectivement, j'étais à Séoul en avril pour la campagne présidentielle, et je suis arrivé, à l'époque j'étais en poste au Japon, je suis arrivé à Séoul en me disant ça va être tendu, ça va être compliqué, etc. Parce que je partais du Japon, en plus le Japon a une manière d'orchestrer la panique, etc. À mon avis, ils sont pas très honnêtes avec ce qui se passe réellement. Donc j'arrive en Corée du Sud, et je m'attends à une situation tendue. Effectivement, je rencontre plein de jeunes étudiants qui étaient très mobilisés contre l'ancienne présidente Park Geun-hye qui venait de démissionner. Et je leur dis, vous êtes inquiets? Non. Je leur dis, bon, alors on va parler des sujets de campagne, j'imagine que la Corée du Nord, ça vous obsède. Non, on va parler des salaires, du salaire minimum pour les jeunes, etc. Et la difficulté qu'on a à vivre. Et la Corée du Nord, mais jamais ça venait dans les discussions. Donc c'est effectivement quelque chose qui n'était pas du tout présent. Je voudrais juste rajouter un truc par rapport aux médias. C'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des informations sur ce qui se passe en Corée du Nord, évidemment, puisque c'est très compliqué d'y aller. Et on a tendance peut-être à ne pas prendre aussi au sérieux les déclarations qui ont été faites. Moi, c'est un exercice que j'ai fait depuis 15 jours, 3 semaines. Je regarde les déclarations de Kim Jong-un depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et il a dit tout ce qu'il a fait depuis 2011, 2012, depuis 2013. À savoir, il a eu plein de discours. Il disait notamment, lorsqu'il y a eu une grande réunion du Parti des travailleurs historique en mai 2016, où il a annoncé qu'il a dit qu'on allait faire plus, qu'ils allaient faire plus d'essais atomiques, faire plus d'essais balistiques. Et effectivement, ce qui s'est passé après ce congrès-là, il y a eu effectivement un accroissement, une multiplication des tirs et des essais. Donc il y a vraiment, il y a une erreur de l'Occident, et des journalistes d'ailleurs, je mets ma coupe, de ne pas prendre au sérieux ce que dit la Corée du Nord. Comme on prend au sérieux ce que disent les Coréens du Sud, ou les Sud-Coréens, je veux dire, ou bien les Américains. Donc alors c'est compliqué, parce que effectivement la parole qui est véhiculée est une parole de propagande, mais dans la mesure du possible, avec toutes les précautions d'usage, il faut effectivement en tenir compte. Pendant la famine en Corée du Nord, dans les années 90,
j'ai entendu que la doctrine de l'armée en premier était une façon de justifier un peu la souffrance des Nord-Coréens, de dire on doit se protéger d'un monde hostile, c'est un peu l'image des vagues contre le rocher impassible de la Corée. Tout à fait. Mais je me demande en fait comment on va tenir cette cohérence une fois qu'ils auront la bombe atomique, une fois qu'ils seront reconnus comme une puissance atomique. J'imagine mieux un scénario où les pays acceptent une Corée du Nord nucléaire qu'où ils commencent une nouvelle guerre, mais comment internement vont-ils continuer à utiliser cette menace externe pour justifier la vie des Nord-Coréens alors qu'ils sont de plus en plus au courant de leur situation par l'infiltration des médias sud-coréens, chinois. Je crois que vous avez parfaitement raison. L'accélération peut être liée à ça, c'est-à-dire que de plus en plus, pour tenir, il faut qu'il y ait une menace. Donc on crée une menace qui arrange d'ailleurs pas mal de monde, une menace verbale qui conduit à une surenchère et permet au régime de tenir. Au Corée du Sud, à l'époque de Park Geun-hye, on parlait beaucoup de Pong, le vent du Nord. Dès qu'il y avait un problème, elle a dit aussi s'il y avait des problèmes, paf, on disait ah les Nord-Coréens attaquent. Mais même maintenant, sur les réseaux sociaux sud-coréens, ils disent ah oui, le ping-pong a atteint la Maison Blanche. C'est-à-dire que dès que Trump a une difficulté avec un collaborateur, Dieu sait s'il en a, boum, il y a des Nord-Coréens qui cachent d'ailleurs d'autres dossiers, le dossier chinois, le dossier iranien. Mais vous avez raison, imaginons que finalement tout le monde change et on les c'est bon, vous avez l'atome et maintenant taisez-vous. Ils vont avoir beaucoup plus de mal à tenir le pays. C'est une sorte de course en avant, mais il ne faut pas non plus minorer le nationalisme. C'est-à-dire que certes, les Coréens du Nord ont fait la preuve depuis la fin de l'épouvantable crise, l'épouvantable crise économique, qu'ils étaient capables de se redresser, puisqu'ils sont maintenant dans la situation de la Corée du Sud des années 60 en quelque sorte. Mais ils restent quand même très nationalistes, c'est-à-dire que quand même, c'est très bien de se développer tout ça, mais on fait des affaires avec les Japonais qui sont des nains putrides et les Chinois qui sont des hyènes immondes. Hein. C'est comme ça, quoi. On reste entre nous quand même. Et je crois que le régime tiendra aussi grâce au nationalisme quand même, qu'il a considérablement développé. L'essai que je montrais tout à l'heure de Brian Myers montrait qu'il y a une sorte de racisme en fait. Et c'est assez vrai. Les Coréens méprisent profondément les peuples voisins, les prostituées américanisées du Sud, les envahisseurs du Japon, etc. Et ça peut continuer à tenir. Mais on peut se dire aussi, imaginez, donc ça y est, ils ont l'atome, c'est reconnu. Là, Kim Jong-un c'est bon jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Je pense que ça fait quand même une puissance. À ce moment-là, toute proportion gardée, avec beaucoup de guillemets, c'est presque comme Juan Carlos, si vous voulez. Après ce qu'il a fait pour la démocratie, il était indéboulonnable. Enfin, si, maintenant... parce qu'il est un peu vieux, etc. Mais Kim Jong-un peut tenir jusqu'à 75 ans, il en a 35, ça va, quoi. Je pense que le nationalisme suppléera. Voilà. Et pourquoi est-ce que le régime, que ce soit Kim Jong-un ou ses prédécesseurs, parfois font des menaces qui sont, enfin, dont tout le monde sait à peu près qu'elles ne sont pas tenables, comme attaquer Guam ou là, faire un essai à ciel ouvert, un essai nucléaire à ciel ouvert au-dessus du Pacifique. Est-ce que, en fait, ils pourraient poursuivre leur programme atomique sans faire des menaces qui risqueraient de provoquer quand même une escalade qu'on imagine qu'ils ne veulent pas. Enfin, ils n'ont pas envie d'être atomisés par les États-Unis. Donc, quelle est la logique de ça, en fait ? Écoutez, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est ce que j'ai entendu hier des ignobles slogans qui ont été employés par le parti d'extrême droite allemand, qui disent la mère Merkel, dans 3 mois elle est en prison, etc. etc. C'est surenchère verbale de propagande, parce que quand on pratique cela, on annihile tout esprit critique. En fait, je crois que les nazis faisaient la même chose. Donc en interne, il y a énormément un langage très dur. Lorsque Chang Song-taek a été exécuté, on a dit que c'était un fils de chien, enfin, que c'était un type immonde. Enfin, quand il a dit que Trump était un vieux gâteux, etc., c'est pire que ça. Enfin, il emploie vraiment des insultes très très violentes. C'est propre aux régimes extrémistes, en fait, le langage extrême. Et effectivement, on a presque l'impression que c'est une joute verbale, quoi. Trump dit « je vais éradiquer la Corée du Nord », ce qui n'est même pas cohérent, parce qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'est « je vais éradiquer le régime ». Et lui dit je vais déloger ce vieux gâteux de la Maison Blanche. Ça finit par ne plus vouloir dire grand chose.
si ce n'est que c'est mobilisateur. Dès lors que vous entrez dans un langage qui n'est plus diplomatique, dans un langage d'une extrême violence, tout le monde est tétanisé, tout le monde a peur, plus personne n'ose répondre parce qu'on a peur que ça explose et ils ont gain de cause en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est une rhétorique classique des extrémistes qui disent des choses qu'ils ne feront pas, qu'ils ne pensent pas faire. C'est plutôt destiné au Nord-Coréen en fait. Ah, c'est toujours à double, à mon sens, c'est toujours à double détente, à l'interne et à l'externe. La plupart des discours que nous voyons, quand nous les voyons, c'est parce qu'ils ont été diffusés sur les chaînes nord-coréennes. Et à ce moment-là, les Nord-Coréens les ont vus. En revanche, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu en sous-main avec les Sud-Coréens, par exemple, pour la zone économique de Kaesong. On voit rien, on n'a pas d'image, on ne sait pas, parce que ça, ils ne montrent pas. Ils ne font que montrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir leur travail de propagande sur le Sud, d'une certaine manière. Hein. Vous voyez ça à travers les films, en fait. Le Sud considère les Nord-Coréens comme des immondes ennemis horribles, quoi. Jusque dans les années 80. Puis là, il y a un revirement d'image, et ils trouvent que c'est en quelque sorte des Terminators, maintenant. Des pauvres Terminators qui sont un peu... ou des lapins du Racel, en fait, ils sont obligés de faire ça. Mais ce que j'ai remarqué dans une série de films, et je trouve ça un peu ennuyeux, enfin révélateur plutôt qu'ennuyeux, ils font ce qu'ils veulent, c'est qu'ils prennent toujours des superstars pour jouer le type du Nord. Quand même. Hein, on prend toujours Alain Delon local qui joue le type du Nord, et le type du Sud est joué par un moche, vieux. Blablabla. Ça veut dire que le Nord a un côté fantasmagorique un peu sympathique, c'est-à-dire que son discours fou, certes, insulte Séoul, je vais noyer Séoul dans une mer de feu, mais en même temps les touche. Et moi j'ai trouvé... sur les réseaux sociaux, la formule « Uri bombe », notre bombe, parmi les gens du Sud, hein, notre bombe. C'est-à-dire que les gens du Sud, quand même, c'est pas trop mal, ils ont la bombe, ils sont forts quand même, ces gens-là. Donc ils jouent là-dessus aussi, ce langage extrême conduit à ça, hein, je crois, à prendre l'avantage sur les interlocuteurs. Juste, si je peux me permettre d'ajouter sur la réalité de la menace, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. Le fait de frapper Guam, ça semble plus faire l'objet de beaucoup de débats, vu que les derniers essais qui ont été tentés de missiles balistiques, non plus des tirs en cloche comme ils faisaient jusqu'auparavant, mais des vrais tirs tendus à tir réel, ont montré que les missiles pouvaient parcourir 3 000 à 4 000 km, donc à partir de Pyongyang, ils pouvaient tout à fait frapper Guam. Alors après, sur la dernière menace qui a été brandie récemment, il y a 2 ou 3 jours, sur le fait de faire en atmosphère un vol à l'hydrogène, une explosion à l'hydrogène, ça effectivement on ne le sait pas. Mais en tout cas, oui, on ne sait pas ça. Ils en sont capables, tout à fait. C'est juste qu'ils le font pas. Capable, c'est même pas sûr. En tout cas, les derniers tirs montrent qu'ils ont la capacité de lancer un engin. Il y avait monsieur, oui. Monsieur, je voudrais revenir sur un épisode de la chronique nord-coréenne qui est très souvent élagué. Il ne faut pas oublier que dans les années 2000, le temps de Kim Jong-il, la Corée du Nord a tenté, du moins, une politique d'apaisement avec le Sud. Une politique d'apaisement qui s'est caractérisée par l'ouverture d'une certaine manière des frontières avec les touristes sud-coréens qui sont venus nombreux en Corée du Nord. Et par ailleurs, on sentait en fait une volonté peut-être pas forte, mais de mettre un peu de côté la question atomique. Et par la suite, on a vu l'administration américaine qui avait dressé la fameuse liste des pays de l'axe du mal. Et la Corée du Nord, je pense, à ce moment, s'est sentie menacée et n'a pas voulu subir le sort de l'Irak et de la Libye bien plus tard. Ma question, elle est très simple, elle est de savoir, est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce que ce conflit ou cette crise soit soldée? Ou ce n'est pas, du moins, dans la stratégie américaine de l'envenimer? Merci. La réponse est non. Vous avez parfaitement raison, les États-Unis n'y ont absolument aucun intérêt. Les États-Unis ne sont légitimes au Sud que s'il y a une menace au Nord, c'est absolument manifeste. Et ils ont plombé la politique du rayon de soleil que vous évoquiez, lancée en 2000 par Kim Dae-jong et reprise ensuite par Roh Moo-hyun en 2007, lors des 2 sommets, de belle manière. À telle enseigne d'ailleurs que je dirais la gauche progressiste sud-coréenne a été balayée et remplacée par deux présidents contestables, le bulldozer et maintenant la prisonnière 503. Donc même en Corée du Sud, ça conduit à une chute, un renversement de tendance. Mais c'est parce qu'aussi on dit que en fait les Nord-Coréens avaient besoin de relancer leur économie parce que quoi qu'il arrive, ils n'avaient pas renoncé à leur politique atomique.
Donc ils auraient roulé un peu le Sud dans la farine. Et par ailleurs, ce qu'ils n'ont pas apprécié non plus, c'est ce qu'avait déclaré Kim Dae-jung, le président sud-coréen qui a lancé la politique du rayon de soleil en disant, de toute façon, on déconnecte l'aide alimentaire de tout ce qu'ils font du point de vue des rodomontades atomiques, etc. Quoi qu'il arrive, on continue. L'idée étant de les noyer dans la prospérité. Ça n'a pas plu. Hein. C'est-à-dire que je pense que la Corée du Nord, une fois qu'elle a retiré suffisamment d'argent pendant une dizaine d'années avec la zone industrielle de Kaesong pour relancer son économie, a tout fermé, et n'a pas l'impression de relancer pour le moment, parce qu'elle avait suffisamment retiré du Sud ce qu'il lui fallait. Je ne suis pas persuadé qu'ils étaient très honnêtes dans leur volonté de renoncer à l'arme atomique. Ils avaient surtout besoin, me semble-t-il, de relancer leur économie. Et donc, ça aurait été un peu un marché de dupes. Mais ça aurait pu, si la politique du rayon de soleil avait continué, ça aurait pu être un marché de dupes dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense que si on avait continué cette politique, la Corée du Sud maintenant serait la Corée du Nord, pardon, tellement soucieuse de son niveau économique qu'elle ne supporterait plus la question balistique et atomique, parce que la population, c'est ça aussi peut-être qui explique l'accélération. En 15 et 16, ils en avaient marre. Hein. Ça les embêtait. Et les attentats, je me rappelle, les attentats de Boston ont eu lieu. Et le lendemain, Kim Jong-un a dit on va faire la paix, parce que la population en avait marre. Mais alors maintenant, c'est arrivé à une telle ampleur que là, la population me semble, je n'ai pas de statistiques, hein, me semble rallier le régime. C'est-à-dire que tant que tout ça, c'est jamais que des manœuvres, bon, bah tant pis. On laisse faire, mais on aimerait bien se développer. Mais alors si vraiment on est agressé, alors là, quand même, ça devient sérieux et on rejoint le régime. Je me demande si l'accélération, c'est pas un peu ça aussi, en fait. Voilà. En tout cas, officiellement, sa politique, c'est Byongjin, enfin, le politique jumelle, en quelque sorte, et l'armée et le développement économique. C'est ce qu'il avait dit au vœu de 2013. Hein. On va faire une grande puissance économique et une grande puissance nucléaire. Donc nucléaire, il est en bon chemin, et puissance économique, ça prospère. Bien, mais il faut que les deux aillent ensemble. Donc il fait tout pour éviter que ça soit déconnecté. Trop atomique et pauvre, riche et pas atomique. Donc il faut que tout aille de pair. Et somme toute, il y arrive assez bien. Quoi. Juste rajouter sur la politique du rayon de soleil, il y a un nouveau président qui est arrivé au Sud en mai, qui est Moon Jae-in, qui était l'un des conseillers, si je ne me trompe pas, de Kim Dae-jung. Et de Roh Moo-hyun, pardon. De Roh Moo-hyun, oui. Ouais. Et qui, lui, a tenté, effectivement, avant qu'il y ait eu toute cette crise, a tenté, dès son arrivée, de tendre la main au Absolument. Nord, etc. Et c'est intéressant de remarquer que le Nord n'a jamais répondu positivement. Il n'y a jamais eu le moindre signe pour entrouvrir la porte d'une quelconque rencontre, d'une action humanitaire entre les deux Corées. Donc le Nord est vraiment dans une logique là d'accélération des essais, de contrôle des techniques balistiques et nucléaires. Et pour l'instant, c'est effectivement pas la dimension humanitaire et alimentaire, j'allais dire, qui les préoccupe. Oui. Si les États-Unis n'ont pas intérêt à nucléariser, en tout cas la Corée, à supprimer la menace, est-ce qu'ils n'ont pas au moins intérêt à contenir la menace en bombardant par exemple au moins les sites nucléaires pour neutraliser? Est-ce qu'ils peuvent juste neutraliser en fait la bombe? Ça, vous m'en demandez beaucoup. Hein. Moi, je pense que non, mais ce n'est que mon avis. Enfin, moi, je comprends quand même que tous leurs trucs sont souterrains. On ne sait pas très bien où ils sont. Il paraît qu'il y a même une centrale sous la mer. On ne voit pas très bien qu'on va y arriver. L'essai d'avant, c'était quand même un essai tiré depuis pratiquement un sous-marin, enfin un truc comme ça. Donc, je ne sais pas comment ça serait possible. Hein. Et puis alors là, pour le coup, là, c'est la guerre quand même. Les Américains font ça. À mon avis, les Chinois entrent tout de suite en jeu. Hein, en gros, les Chinois ont quand même dit que si les Américains attaquaient, ils attaquaient. Enfin, et il y a un accord de défense entre la Chine et la Corée. Est-ce que les Chinois attaqueraient vraiment, sachant les relations sino-américaines? C'est-à-dire que le président américain est élu, et s'il y a 3 morts, tout le monde se lamente. Le président chinois n'est pas trop élu, il y a 1 million de morts, il s'en fout. Hein, donc il y va, quoi. À mon sens. Et cela dit, une fois de plus... Bon, j'en sais rien, hein, je peux vraiment pas vous dire. Juste rajouter quelques éléments techniques d'experts sud-coréens, militaires, etc. Ça commence à être connu maintenant. C'est vrai que c'était possible de frapper en 1994, quand il y a eu le précédent avec Bill Clinton, qui avait envisagé de frapper un site nucléaire qui s'appelle le site de Yongbyon, au nord de Pyongyang. À l'époque, la Corée du Nord n'était pas très avancée dans son programme balistique et nucléaire. C'était possible, il y avait quelques endroits qui étaient très bien connus. Là, vu l'accélération des progrès, je pense que ce n'est plus possible de frapper tout en même temps. Et le régime, en plus, a multiplié des sites de lancement sur des lanceurs mobiles.
Donc c'est très compliqué de savoir à un moment, à l'instant T, où se trouvent tous les lanceurs et tous les sites de production. Donc ça empêche quasiment, ça neutralise toute velléité de frapper tous les sites en même temps. Une question, c'est deux questions en fait. Votre présentation était très intéressante et vous l'avez fait sur un mode un peu assez drôle, je trouve, même si c'est des éléments fondés avec l'expérience que vous avez. Je voulais savoir, vous parlez de la dernière conférence, il y avait l'ambassadeur de Corée. Est-ce que vous avez été obligé d'édulcorer un peu votre propos et comment a-t-il réagi? Première question. Et deuxièmement, dans les affiches de propagande que vous avez montrées, il y en a quelques-unes avec une traduction en anglais sous les affiches de propagande. Est-ce que c'est à destination de l'extérieur de la Corée ou c'est uniquement à usage interne? Alors, la deuxième question, non, j'ai trouvé ça par la Corée du Sud. Donc la Corée du Sud fait beaucoup de propagande sur la propagande. Mais évidemment, pour faire comprendre, la Corée du Sud traduit. Donc on a énormément d'éléments traduits, puisque les Coréens sont persuadés que personne au monde est capable de comprendre leur langue. Donc voilà, mais on se trouve énormément de photos sur la propagande au Sud. Hein. Vous pouvez même trouver des t-shirts avec Kim Jong-un, c'est très amusant. Bon, donc c'est pour ça que c'était l'anglais. Mais à l'intérieur de la Corée du Nord, que je sache, ça m'étonnerait qu'on utilise l'anglais. Hein. Pour faire de la propagande, en tout cas. Ils en restent vraiment à l'alphabet, hein, leur alphabet dont ils sont extrêmement fiers. Et justement, en plus, Kim Il-sung, lui, a désinisé complètement, hein, puisque les Coréens écrivaient au fond autrefois avec du coréen et du chinois, comme nous, du latin. Et les Coréens, maintenant, ont un peu abandonné les Chinois, enfin, ils utilisent encore des mots chinois, puis ils utilisent plein de mots anglais, hein, football, computer, etc. Alors là, les Coréens, ils ont tout éradiqué maintenant, aussi bien que quand il y a une rencontre sportive de football entre Nord et Sud, il faut un traducteur. Parce que corner, penalty, foot, ballon, les gens du Sud ne comprennent absolument pas, parce qu'ils ont tout coréanisé. C'est un peu comme les Flamands, ils ont tout flamandisé. Ce qui fait toujours un peu rire. Bon. La première question, quelle était la première question? Alors, c'est un monsieur Kim Jong-il s'est trouvé donc dans une conférence, on m'a dit mais c'est pas grave. Mais c'était à Bruxelles, ça? Non, c'était à Paris. Il va venir, mais c'est pas grave, il sera au fond de la salle. Bien entendu, il était devant avec l'assistant, l'adjoint numéro 1, l'adjoint numéro 2. Et il a passé son temps à regarder et à prendre des notes. Et puis à la fin, il était très sympathique, en disant mais non, je suis d'accord sur certaines choses, et puis pas pour d'autres. Et puis vous savez, Mathilde, il parle très bien français. Nous suivons vos travaux. Ça m'a un peu inquiété. Et donc, bon, il y a des choses qui ne choquaient pas, la monarchie, tout ça, ça allait. Dire du mal du Japon, c'était très très bien. Mais ensuite, il m'a dit quand même, il faudra que je vous explique certaines choses. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus cool qu'on l'imagine. Enfin, ils sont prêts à tout entendre. Enfin, ils font simplement une analyse critique de ce qu'ils entendent. Moi, il me semble être critique à l'égard du régime, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de raison. Là, par exemple, j'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé des camps, par exemple, parce que c'était pas le sujet. Et donc, j'en ai pas parlé. Donc, sans doute que me dirait-il que ça n'existe pas. J'en sais rien. C'est très difficile à dire. Mais c'est intéressant de voir qu'ils font un pas vers les conférences. Ils veulent voir ce qu'on dit d'eux, en fait. Et je crois qu'ils sont en train de se rendre compte, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a un petit retournement, je trouve, dans l'opinion. Il y a beaucoup de gens qui disent bah, pourquoi ils n'auraient pas la bombe après tout? Moi, j'entends dire ça. Hein. Et vrai dire, ils l'ont, quoi. Donc, alors, bien entendu, on ne peut pas l'accepter, parce que si on l'accepte, l'Iran, ça n'ira pas. On ne peut pas accepter qu'ils aient quitté le traité de non-prolifération. Mais j'ai trouvé les diplomates français ce matin extrêmement ouverts à beaucoup de solutions. Je ne peux absolument pas vous dire qu'ils aient pris un engagement quelconque, c'est pas ce que je veux dire. Mais alors j'ai l'impression que le Nord se rend compte qu'il y a un petit changement. En gros, ils profitent du Trump effect. Le Trump effect étant vraiment un repoussoir pour nous, ils en profitent. On peut même se demander si la crise actuelle n'est pas liée à Trump. Autrement dit, si Kim Jong-un a considéré que ce type, il arriverait à en faire une bouchée dans sa battle avec lui, hein, et je ne l'ai lu que dans mes articles à moi. Je parle de Kim Jong-unisation de Trump, qui au fond se trouve dans une spirale de menaces qui n'aboutit pas à grand-chose, parce que les B-52 ils l'ont déjà fait en 2010. Plein de fois, ouais. Donc voilà. Et alors la flotte là qu'il a envoyée au mois d'avril, elle s'est perdue, la mer des Sargasses, elle n'est jamais arrivée. C'est étrange quand même. Donc peut-être profite-t-il du moment, et ce monsieur a-t-il voulu montrer un visage ouvert? Bon, il est venu avec son badge, badge Kim Il-sung, etc. Enfin, normal, quoi. Pour dire, non, regardez. Et d'une certaine manière, moi, bien entendu, je n'ai rien contre les Nord-Coréens, je connais fort peu, mais les pauvres, pas amusant, enfin, ce qui leur arrive. Donc, voilà. Enfin, le fait qu'il s'appelle Kim Jong-il me laisse à penser qu'il doit quand même être un lointain cousin, mais bon.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit par rapport au nationalisme. Et je me demandais comment le régime et Kim arrivent à justifier cette position de demi-dieu et de race supérieure, alors que la Corée, comme vous l'avez dit, dans son histoire, a toujours été malmenée et qu'elle est aujourd'hui toute petite dans ce monde géant, comme vous dites. Oui, enfin, d'abord, une nation ne dépend pas de la taille, enfin, donc ils peuvent très bien être une nation, même si les autres sont beaucoup plus grandes. Ensuite, ils sont, pour eux, le fait d'avoir quand même toujours... Ils sont toujours parvenus à maintenir leur indépendance. Ils sont parvenus à avoir, en tout cas pour le Sud, une économie, un boom économique absolument ahurissant, à avoir des inventions techniques géniales. Donc ils sont quand même ils sont à la fois extrêmement fiers et marqués par ce qu'on appelle la victimologie. Hein. C'est un nationalisme victimaire, c'est-à-dire nous sommes une nation parce que tout le monde est très méchant avec nous. Donc c'est à la fois, c'est pas du pan-germanisme, moi je ne dirais pas pan-coréanisme, ni comme je l'avais lu dans un excellent organe de presse que je ne nommerai pas, à propos du football, il y avait quelqu'un qui avait traduit le fait qu'en 2002, tous les jeunes joueurs coréens étaient tellement contents qu'ils gagnent, qu'ils hurlaient dans la rue « Tehanminguk », ce qui veut dire République de Corée. Et Libération a traduit, oui, ça veut dire en gros Korea über alles. Alors ça je trouve un peu trop quand même. Parce que justement, c'est pas un nationalisme agressif, c'est un nationalisme... voilà, victimaire, romantique en quelque sorte. Hein. Ah, tout le monde nous déteste, enfin tout le monde veut nous tuer, c'est horrible, on veut survivre. Et un nationalisme donc terriblement identitaire. On n'est pas chinois, on n'est pas japonais, on n'est pas mongol, on n'est pas mandchou, et donc arrêtez de nous embêter. Et voilà. Mais pas très agressif. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal à imaginer, c'est vrai qu'il l'a dit, qu'il allait envoyer une bombe atomique dans le Pacifique, etc. Mais ça, c'est aussi un peu une allusion à la guerre du Pacifique, à mon avis aussi. Hein. Guam, il y avait un peu de ça aussi. Ils n'ont jamais attaqué l'extérieur. Il ne faut pas qu'on nous embête chez nous, mais à l'extérieur, on n'attaque pas. Enfin, en tout cas, ils ne l'ont pas fait dans l'histoire. Alors, ils disent ça en permanence, les Coréens, nous, on est très gentils, on est très pacifiques, on n'a jamais attaqué l'extérieur. Alors, le Sud, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que les Chaebol, les Samsung et compagnie, ils écrasent tout le monde quand même. Ils sont très agressifs, mais c'est pas guerrier. En revanche, ni le Sud ni le Nord n'a jamais fait de guerre à l'extérieur. Ils n'ont pas de colonie. Donc ils jouent là-dessus. Voilà, c'est un nationalisme qui est donc identitaire, raciste, victimaire, mais qui n'est pour le moment pas conquérant. Et quand je lis que certains disent, oui, au fond, ce que veut Kim Jong-un, c'est faire l'unification de la Corée en envahissant le Sud, non, non, non. Enfin, oui, peut-être dans 1000 ans, mais pas maintenant. Envahir le Sud, non, non. Enfin, c'est pas envisageable. Ils ne pourraient pas. De toute façon, ils n'y arriveraient pas. En 1950, ils ne sont pas arrivés, mais alors maintenant, ils n'y arriveraient pas du tout. Ils n'arriveraient même pas à Séoul. Donc, je ne pense pas vraiment que ça soit dans leur... Ils veulent rester ce qu'ils sont. J'ai une question. Aujourd'hui, on a appris que le Premier ministre japonais, M. Abe, allait convoquer des élections législatives anticipées, avec sans doute derrière une volonté de renforcer son camp, qui est quand même un camp assez nationaliste, oui. selon certains commentateurs expansionnistes, parfois. Je voulais savoir un peu votre ressenti sur la position de la Corée du Nord vis-à-vis du Japon, puisque dans les médias français, on laisse un petit peu de côté ce côté anti-japonais très présent dans l'histoire coréenne. Et donc, voilà. Et puis, votre connaissance de la diplomatie sur l'ensemble de la péninsule, est-ce qu'en Corée du Sud également, les commentaires arrivent vis-à-vis de cette nouvelle annonce du jour sur... Alors ça, c'est vraiment dans l'actualité. Oui, non, ça, j'ai pas vu sur le Japon. Très chaud. Pour tout ce qui est du Japon, je renvoie à Arnaud San, qui connaît mieux que moi, c'est sûr. Mais en revanche, et puis ça, je n'ai pas eu de réaction du Sud sur l'annonce de Abe. En revanche, oui, le fait que Monsieur Abe est comme Monsieur, enfin son prédécesseur, c'est Yoshiniro, comment il s'appelait encore Noda, c'était. Non, celui d'avant, Koizumi, voilà, était très, enfin ils énervaient beaucoup les Coréens puisqu'il allait régulièrement célébrer les héros japonais, etc. Enfin les guerriers japonais, bien sûr, tout à fait. Donc voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'analyse que vous faites des médias français. Les médias français, pour une raison tout à fait normale, à mon sens. Hein, que je dis les médias,
ceux que je lis, c'est-à-dire Libération, aiment le Japon, ce qui est tout à fait légitime d'aimer le Japon, etc. Et donc, ils n'aiment pas on n'aime pas le Japon. Donc, ils n'aiment pas que la Corée n'aime pas le Japon. Et d'ailleurs, très souvent, quand j'ai écrit des papiers en disant l'ennemi fondamental de la Corée du Sud, c'est le Japon, on m'a barré, vous ne pouvez pas dire ça. Bah si, je peux le dire, parce que c'est ce que me disent les Coréens. Alors, évidemment, la diplomatie sud-coréenne, qui est tout aussi langue de bois que nous, dira jamais rien, enfin, bon, c'est nos grands amis, tout le monde s'aime, et blablabla, bon, tout va bien. Bon, mais si vous écoutez l'opinion, bah non, ils n'aiment pas les Japonais. Hein. Il n'y a pas un bar, Dieu sait s'il y a des bars à Séoul, il y en a, je sais pas, il y a 1 million de bars, je crois, ou 10 millions peut-être. Hein. Il y a toujours des vieux monsieur qui boivent et ça se termine toujours par « Ilbon Temune ». C'est la faute du Japon. Donc bon, quand même, ils ne s'aiment pas trop quand même. Et le Nord non plus. Je pense que tout le Nord est construit sur une propagande anti-japonaise parce que le régime n'est légitime que parce qu'il a remporté la résistance contre le Japon. D'ailleurs, Kim Il-sung, il y a beaucoup de symboles Kim Il-sungiens qui sont repris à l'empereur du Japon. C'est-à-dire qu'il a défait l'empereur du Japon. Il est l'empereur du Japon en Corée, maintenant, du Nord, en quelque sorte. Hein, le cheval blanc, etc. La fleur symbolique, hein, le Mugunghwa, enfin le Kim Il-sungia contre le chrysanthème. Et il y a une politique anti-japonaise manifeste. Ce qui m'inquiète davantage, c'est de voir dans les bandes dessinées, enfin, je lis une bande dessinée, ce sont des millions qui existent, bien entendu, ou dans les films que je peux voir, ce qui est intéressant, c'est la science-fiction, la politique fiction. Il y en a quand même plusieurs où on imagine une attaque du Japon, hein, en Corée. Notamment avec les missiles qui partent vers le Pacifique et qui passent au-dessus du territoire japonais. Non, 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 je dis que les Coréens... Je veux dire, ah oui. Dans le prolongement exactement de ce que vous dites, oui, c'est repris dans les films et les bandes dessinées, mais aujourd'hui, dans la réalité, les tests balistiques passent au-dessus du territoire japonais. Oui, d'accord, non, mais ce que je voulais dire, c'est que les bandes dessinées auxquelles je faisais allusion dans les films, c'était pas ça. C'était des Japonais qui tirent sur le continent, sur la péninsule coréenne. Et que se passe-t-il dans ce cas-là? C'est de la politique fiction, hein. Immédiatement, le Nord et le Sud se mettent ensemble contre le Japon. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, ils n'aiment pas les Japonais. C'est certain que la détestation du Japon se double en plus d'une détestation économique qui est que tous les chaebols, tous les dirigeants, y compris Park Geun-hye, sont censés des collaborateurs pro-japonais. Donc, en gros, toute l'économie sud-coréenne serait tenue par des collaborateurs qui ont profité de l'occupation japonaise et qu'il faut éradiquer. Donc on déteste le Japon comme puissance militaire, comme puissance éventuelle, ex-puissance militaire, on déteste comme puissance économique, et on est persuadé en plus que le grand tsunami final se traduira par l'invasion de la péninsule coréenne quand il n'y aura plus de Japon. Voilà. Donc les Coréens détestent les Japonais, quoi. Et en cela, le Nord et le Sud jouent ensemble. Si Kim Jong-il a enlevé des Japonaises, tout le monde dit mais c'est fou, c'est fou. Oui, c'est fou, parce qu'on ne fait pas ça. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Un, parce que ce n'est pas un État normal, c'est un État guérilla. Donc dans la guérilla, tous les moyens sont bons. Donc il fait ce qu'il veut, il enlève. Et deux, bah, c'est des ennemis quand même. Hein. Donc, et vous voyez, tous les symboles anti-japonais, on tire au-dessus du Japon, certes parce qu'on ne peut pas atteindre les États-Unis, qu'on ne va pas tirer sur la Chine parce que là c'est la mort assurée, qu'on ne va pas tirer sur la Russie parce que c'est pas une bonne idée non plus, qu'on ne va pas tirer sur la Belgique parce que tout le monde s'en fout. Donc on tire sur le Japon parce qu'en plus ça parle à l'opinion. Ça parle à l'opinion nord-coréenne, c'est évident, où toute la propagande, tous les films qui sortent, c'est quand même encore les méchants japonais, etc. Mais ça parle aussi au sud, et ça je crois que c'est important, ça parle au sud. Les méchants, les japonais sont les méchants. Voilà. Mais c'est pour ça que le nord tire des missiles vers le Japon. Cela dit, il ne touche pas le Japon hein, non plus. En revanche, sur Abe, si vous voulez faire un mot sur Abe... Très rapidement, parce que peut-être encore une dernière question, et avant, après on s'arrêtera. Oui, enfin, je partage votre analyse sur la caractéristique nationaliste autoritaire du Premier ministre Abe. Je pense qu'il y a des considérations, le fait d'avoir dissous la Chambre, il y a des considérations purement économiques, internes. Le Premier ministre est en plus au sein, il y a tout un tas de scandales autour de lui, notamment par rapport à des histoires de corruption, etc., de financement plus ou moins illicite. Donc il a besoin de se relancer. Et je rejoins effectivement ce que disait Pascal sur la perception par tous les voisins de la région des Japonais. C'est une très mauvaise image de marque. Et les relations sont très mauvaises. Bon, alors évidemment, avec la Chine, depuis qu'il y a eu toute l'histoire autour de l'archipel des Senkaku, donc ça va faire bientôt 5 ans. Une très mauvaise relation également avec la Corée du Sud, qui existait déjà avec Park Geun-hye, mais qui ne s'est pas arrangée avec l'arrivée d'un nouveau président. Et très mauvaise relation même entre les Russes et les Japonais. Ça se passe très mal, notamment avec les territoires du Nord, dans les Kuriles.
Il y a eu des rencontres entre Poutine et Abe qui devaient soi-disant accoucher de projets fantastiques au point de vue des transports, des infrastructures, des économies, etc. Et pour l'instant, c'était il y a 8 mois, rien ne sort de ces discussions, de cette première rencontre. Donc oui, il y a une très mauvaise perception des Japonais dans la région. Alors, je vais poser la dernière question, parce que dans la carte que vous avez diffusée, il y a la Chine qui, effectivement, je dirais, c'est-à-dire le grand protecteur du régime nord-coréen. Mais il y a aussi une autre puissance qui est présente dans la région, c'est quand même les Russes. Et les Russes, alors, Vladimir Poutine est quand même singulièrement absent. Alors, est-ce que c'est une neutralité bienveillante? Est-ce que c'est une neutralité en sous-main? Ou est-ce que c'est une totale absence, on va dire, du jeu autour de la mer de Chine? Il me semble que Poutine a d'autres chats à fouetter pour le moment, donc c'est pour ça qu'il n'est pas extrêmement présent, mais il n'est pas absent pour autant, parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles l'économie coréenne se redresse ou ne va pas aussi mal qu'on imagine qu'elle devrait se porter suite aux sanctions, c'est grâce aux Russes. Tout le monde parle beaucoup de l'aide, bien sûr, chinoise, l'aide, la livraison de pétrole, par exemple, puisqu'il y a un pipeline. Les reportages que nous voyons sur nos chaînes françaises sont en boucle sur le Yalu, à Tandong et à Sinŭiju, où on voit des Chinois qui vont regarder les candidats, ah, comme ils sont pauvres, etc. Et puis ils vont acheter des tas de choses, etc. Mais du côté de la Russie, à l'autre zone, qui est Rajin Sonbong, il y a une usine, la seule usine de raffinerie de pétrole nord-coréen, et elle est alimentée par des Russes. Donc en fait, la Russie tient aussi un peu la Corée du Nord. Et ça a été la politique éternelle de Pyongyang, depuis que Pyongyang est une capitale, de jouer Pékin contre Moscou et Moscou contre Pékin. Alors là, monsieur Kim Jong-un ne s'est pas rendu encore chez Poutine parce qu'il n'a jamais quitté la Corée du Nord, mais il ne s'est pas rendu à Pékin non plus quand même. Et là, le symbole est très 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 évident. De toute l'histoire de la Corée, le roi de Corée envoyait toujours une délégation à l'empereur de Chine pour lui dire je suis roi de Corée, c'est bien. Et il recevait des tas de cadeaux d'ailleurs, une relation de sœur à aîné dans une logique confucéenne. Et là, Kim Jong-un n'y est pas allé. Pas du tout. Autrement dit, il n'est plus la petite sœur de la grande sœur chinoise. Et il va sans doute se rapprocher, si possible, de la Russie. Du point de vue économique, il essaie de développer toute la côte Est. Et puis, je pense que la Russie l'aide aussi à se maintenir. On sait qu'il y a beaucoup de travailleurs nord-coréens qui vont en Russie. Ce qui était étonnant, dans la conférence où était l'ambassadeur, il y avait aussi un russe, un professeur russe, qui ne parlait que russe d'ailleurs, et qui expliquait que les Américains étaient tous immondes, que Poutine avait bien raison, et que Poutine ne laisserait pas faire, et que Poutine c'est un président aussi asiatique, et que la Chine et la Russie, blablabla, et que la Corée a sous ses droits, etc. Ça faisait un peu froid dans le dos quand même. Enfin, il n'engageait que lui-même, bien entendu, mais il avait l'air de considérer que Poutine ne va pas se mettre du côté des Américains. Alors pour le moment, il reste en retrait, mais imaginons qu'il ne soit plus en retrait. Il a juste dit une phrase. Il a juste dit que Poutine, récemment, il y a 10-15 jours, qu'il ne fallait pas oublier que les Nord-Coréens étaient prêts à manger de l'herbe s'il fallait pour subsister, pour survivre. Oui. Et je pense que c'est une petite phrase qui veut dire beaucoup de choses sur les rapports de force dans la région.